Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. C'est la rentrée des chasseurs, une pétition qui demande un moratoire sur la chasse parce que la biodiversité dans la nature, évidemment de la faune sauvage, serait cruellement éprouvée par la sécheresse ou par les incendies. Faut-il arrêter de chasser cet hiver 2022-2023? Le temps est bien que la faune sauvage se remette de ses émotions très dures vécues cet été. On en parle avec notre invité Régis Arc. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, directeur de la Fédération départementale des chasseurs dans les Landes. C'est la première ou la deuxième, mais pas très loin en tout cas, fédération de chasseurs du pays. Quasiment. Non, maintenant on est dans la 10e. Vous êtes dans les 10e, alors vous êtes une des plus puissantes, on va le redire comme ça. En tout cas, depuis toujours. Vous êtes aussi une fédération qui a été très durement impactée, tout simplement par les incendies. On avait vu d'ailleurs ces images de vos chasseurs, ceux de votre fédération qui apportaient à manger en pleine nuit ou à boire en pleine nuit aux pompiers. Des écologistes et des anti-chasses, des militants anti-chasse, appellent à un moratoire sur la chasse parce que la biodiversité a été extrêmement durement éprouvée par la sécheresse d'une part et par les incendies d'autre part. Alors avant de parler du moratoire, est-ce que vous confirmez ce constat ? Alors un premier point, et vous l'avez souligné, je crois que c'est très important, c'est qu'avant de parler des animaux, il faut aussi parler des hommes et il faut vraiment remercier le travail incroyable de nos pompiers qui ont été à pied d'œuvre pendant plus d'un mois, notamment en Gironde et dans les Landes, et tous les acteurs du territoire. C'est très important parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des forestiers qui ont été très durement touchés, mais aussi de ceux qui ont perdu leur maison et tout leur territoire. Et vraiment, il y a eu une action solidaire sur le terrain avec, vous l'avez dit, les chasseurs. Les fédérations de chasse, que ce soit des Landes, de Gironde, se sont extrêmement mobilisées au front, aux côtés des pompiers. Ensuite, sur les conditions climatiques, je crois que vraiment aujourd'hui, on nage un petit peu dans l'ignorance parce que ce n'est pas du tout quelque chose de véritablement exceptionnel, ces fermetures de la chasse ou ces décalages temporaires, puisqu'en réalité, ça se produit assez souvent et toujours à l'initiative des fédérations de chasseurs qui, lors d'événements climatiques un petit peu particuliers, ça peut être du chaud, mais aussi ça peut être du froid, qui, en concertation avec les autorités départementales, prennent les décisions de fermer temporairement, de décaler uniquement certaines espèces pour justement les préserver. Selon ce qu'elles ont subi. Si je prends par exemple, ces aléas climatiques. Prenons un exemple très concret. Régis Arg, par exemple, allons dans les Landes, là où il y a eu des incendies. Évidemment qu'il n'y aura pas de rentrée de la chasse dans les forêts qui ont brûlé. Voilà, et je veux dire, c'est d'ailleurs largement commenté dans les médias. Je prends l'exemple du territoire de chasse de la Teste du Buch, qui a été en Gironde ce coup-ci, qui a été fortement impacté par les incendies. Les chasseurs n'ont entendu personne, c'est-à-dire qu'ils ont d'ores et déjà fermé la campagne de chasse pour le grand gibier toute la saison prochaine. Donc les fédérations de chasse et les territoires de chasse sont effectivement des gens extrêmement responsables et qui sont parfaitement connaisseurs des espèces qui sont sur le territoire. Alors revenons à ma question en introduction justement, Régis Arg. Les chasseurs comptent, on parle de comptage bel et bien, la population de tel ou tel gibier en permanence. Est-ce que vous savez quels dégâts sur la population de la faune sauvage ces incendies ont eu? Est-ce qu'il reste encore, c'est terrible à dire, mais est-ce qu'il reste encore des sangliers, des cerfs par exemple, des chevreuils à côté de la Teste de Buch, ou est-ce que malheureusement toute la faune a péri? Tout à fait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Fédération de Gironde, d'ailleurs, a réalisé des comptages nocturnes vite après les incendies. On peut se baser sur les chiffres des centres de soins de la faune sauvage. La Fédération des chasseurs des Landes en possède un, mais en Gironde, c'est la LPO qui possède un centre de soins. Et on s'aperçoit que le nombre d'animaux arrivés blessés ou endommagés par les flammes est en réalité minime. Parce que les animaux sont parfaitement en capacité de s'enfuir, ils ont bougé et nous n'avons constaté aucune mortalité, je dirais, additive inquiétante, puisqu'on parle de 44 animaux qui sont arrivés dans les centres de soins en Gironde, et dans le département des Landes, c'est une vingtaine. Il y a eu quelques images qui ont circulé, on parle d'une petite dizaine de grands gibiers, chevreuils, cerfs, et un sanglier, je crois, qui ont été trouvés, c'est-à-dire vraiment rien du tout. Ce sont des animaux qui ont, en plus dans la plupart des cas, été, à cause des grillages, qui n'ont pas pu traverser les grillages. Qui étaient piégés. Mais ces incendies, non. Aujourd'hui, il n'y a
aucun chiffre, aucun indicateur qui démontre une mortalité importante de la faune sauvage. Le stress, par contre, a été considérable sur la végétation. Donc ça, c'est une certitude. Mais sur les animaux, on ne peut pas, sur les zones incendies, donner de chiffres sur la mortalité parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de grande mortalité. Et concernant la demande donc des associations anti-chasse, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on est là dans ce qu'on va appeler un effet paradoxe. L'effet paradoxe, c'est que nous avons une sécheresse qui était assez précoce et qui, comme je vous l'ai dit, a stressé la végétation. Les animaux, bien sûr, ont été un petit peu stressés, ont eu chaud, comme nous d'ailleurs, je dirais, mais ce que je vous disais, c'est qu'ils sont en capacité de bouger, ils sont en capacité d'aller chercher l'humidité, alors que la végétation, que ce soit les chênes ou les arbres fruitiers ou les céréales, elles, s'il n'y a pas d'eau sur leurs racines, elles ne peuvent pas bien pousser. Et en fait, vous regarderez les chiffres, et d'ailleurs qui sont assez publiés, c'est que nous allons avoir des productions assez records de fruits cette année, parce que les végétations, les arbres fruitiers stressés ont produit énormément de fruits, et c'est le cas également pour les chênes. Et comme il a fait très chaud, et c'est ça que l'on appelle l'effet paradoxe, c'est que ces glands et ces fruits qui sont arrivés à maturité précocement sont en train de tomber. C'est-à-dire qu'en réalité, dans nos forêts non impactées par les incendies, je précise bien, c'est que nous allons avoir plus de nourriture cette année que les années précédentes. Et la chose s'accentue sur les cultures agricoles, puisque là, par contre, malheureusement pour nos agriculteurs, les rendements ne vont pas être au beau fixe dans certains endroits parce que le manque d'eau a contraint l'irrigation, vous le savez très bien. Ce qui fait que certains agriculteurs vont devoir faire le choix économique de récolter ou non certaines de leurs parcelles. Et les parcelles qui ne seront pas récoltées seront somme toute broyées, en laissant sur place l'entièreté des résidus de culture. C'est-à-dire que tous nos migrateurs, notamment nos passereaux, qui vont arriver dans les quelques semaines, quelques mois dans nos régions du sud-ouest, je parle du sud-ouest, vont probablement être en présence de beaucoup plus de nourriture qu'ils ne l'avaient l'an passé. Donc c'est ça que l'on appelle l'effet paradoxe, c'est que sur un stress sur la végétation, on va peut-être au contraire, avoir une année faste pour certaines espèces. Avoir une année d'hivernage d'espèces ou gibier ou protégées bien plus importante que les années précédentes, avec ce bon sens que je viens de vous expliquer, où que la nature s'adapte toujours, et lorsqu'elle a peur d'un événement, elle surréagit, et on l'a très bien vu, notamment avec les fruitiers et certaines espèces à fruits forestiers. Raison pour laquelle vous vous opposez à un moratoire sur la chasse dans les territoires touchés par la sécheresse. Donc nous nous opposons à un moratoire, le moratoire ça veut rien dire, mais nous nous opposons à une décision uniradicale sur l'ensemble du territoire. Il y a des territoires, là où il n'y a plus un arbre, là où il n'y a plus une prairie, bien entendu qu'il y aura des actions de limitation de la chasse qui seront réalisées, mais sur les territoires, là aussi où il y a eu en plus des actions d'aménagement, de gestion très importante, notamment de la part des chasseurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur alarmant pour demander cette fermeture de la chasse. D'autant plus que, attention, cette fermeture éventuelle au grand gibier aura des conséquences, et là il faudra que les associations anti-chasse en prennent l'entière responsabilité. Je pense notamment aux collisions. Les collisions en France, les chiffres ne sont pas... Vous parlez des accidents de voiture occasionnés par un accident entre une voiture et un sanglier. Tout à fait. Vos auditeurs doivent savoir que les collisions routières avec la faune sauvage sont 40 000 collisions par an, c'est-à-dire 110 collisions par jour, avec la plupart du temps du corporel. C'est-à-dire que l'an dernier, on considère que c'est environ 1 500 000 animaux qui ont été chassés, grands animaux, c'est-à-dire les chevreuils, les cerfs, les sangliers sur le territoire national. Une limitation de ce prélèvement augmentera mathématiquement et de façon importante et de façon, je dirais, grave sur les accidents de la route. Donc ça, il faut en avoir entièrement en question. Et puis après, je dirais, il est assez facile de demander des choses lorsque l'on n'est pas impacté financièrement.
Oui, je le rappelle aussi parce que les dégâts occasionnés par le grand gibier, ils sont indemnisés par les fédérations. Un centime aux contribuables. L'année dernière, c'était 80 millions d'euros qui ont été indemnisés à 100% par les acteurs cynégétiques. Nous sommes tout à fait d'accord pour partager cette facture avec les associations de protection. Et le message est passé. Merci à vous, Régis Arg. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On sera amené à en reparler évidemment, comme tous les ans d'ailleurs, de la chasse. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio. Direction la Russie dans un instant. Qui était Daria Dugin, cette jeune femme, fille d'un idéologue russe réputé proche du Kremlin, parfois même présenté à tort comme le père spirituel de Vladimir Poutine, qui était cette jeune femme qui a été assassinée lors d'un attentat à la voiture piégée. On en parle avec notre invité dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.